pour ce qui concerne le début de mon histoire, elle commence en 2011. Donc voilà, c'est suite à une erreur médicale sur mon fils. Donc on va dire des opérations ratées, mais surtout une vengeance médicale réussie, puisqu'on en arrive jusqu'au placement abusif de mon enfant, où elle vit un véritable calvaire. Donc mon fils a subi des interventions suite à son névus congénital multi-étalé. Donc il faut savoir que ce sont des grains de beauté géants étalés sur le corps. Il n'y a pas d'autre moyen que de la chirurgie pour enlever, enlever les grains de beauté géants qui sont dangereux parce qu'ils peuvent dégénérer en cancer. Donc suite à ça, le professeur, donc c'est le docteur qui nous a fait rencontrer le professeur, et a opéré donc mon fils avec l'aide de docteur, et il a présenté donc mon fils des cicatrices kéloïdes. Suite à ça, donc le professeur nous propose des injections de cortisone à haut dosage qui s'appelle donc du diprostène. Donc il fait ça dans les cicatrices pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus esthétiques, moins inflammatoires et moins douloureuses. Mais malheureusement, la diprostène va se libérer de la cicatrice et se répandre dans tout le corps et entraîner une maladie, une deuxième pathologie bien plus grave encore, le syndrome de Kushner. Donc avec des complications assez graves, puisqu'il a fait de l'hypertension artérielle, l'hyperpilosité, il a fait un adiponome au niveau de la hanche droite. Donc c'est une masse graisseuse avec une déformation importante. Aussi, on va dire qu'il a eu des soucis psychologiques suite à toutes ces malformations et dysfonctionnements sur son corps. Il a présenté aussi de la gynécomastie. Il faut savoir que c'est une forte poitrine, hein. Pour un garçon, c'est très très complexe, hein. Donc voilà. Suite à ça, donc les médecins, j'ai déposé plainte contre le professeur, collègue de docteur. Donc ils se sont sentis tous les deux impactés. Donc et suite à cette plainte, qui c'est qui en était chargé? Donc c'était bien monsieur, le policier corrompu, hein, qui est très très proche. Il faut savoir, je l'ai pas su d'hier, hein, je l'ai su bien plus tard dans le temps, très très proche du procureur de la République, monsieur. Donc c'est cet homme qui m'a convoqué au commissariat de police le mardi 10 octobre 2011 à 10h. Et c'est là que va commencer notre calvaire pour toute la famille. Voilà. Donc quand j'étais avec monsieur, donc je suis sortie, et donc je savais pas ce que le CHU m'avait encore réservé, du coup le médecin, hein. Ils avaient mis dans leur rapport que peut-être moi j'avais donné donc de la cortisone à mon fils par voie orale. Donc monsieur a continué de m'harceler, et puis j'en reviendrai en fait sur le compte rendu du CHU, c'est pour ça. Donc monsieur a continué de m'harceler. Il est venu jusqu'à mon domicile pour m'emmener jusque chez lui. Il m'harcelait à nouveau, me filmer et me prendre en photo. Donc ça a été assez difficile. Aussi la drogue du violeur aussi, que j'ai subi par personne interposée avec. Il faut savoir qu'il l'a fait exprès, dans le sens pour abuser de moi, mais aussi pour ne pas contredire le CHU, qui voulait dire que moi je donnais de la drogue à mon fils par voie orale. Donc le médecin ceci étant fait, a constaté que j'avais de la drogue dans le sang, mais c'est la drogue du violeur. Et arrivé à l'expertise d'Alexandre en janvier 2012, suite à ce qui a été dit par le CHU, donc l'expertise va tout contredire ce que le CHU avait mis contre moi.
et le médecin. Donc on se retrouve moi et mon fils, et avec le professeur collègue qui n'était pas là, et ensuite avec le directeur du CHU. Parler donc le docteur qui explique comment il a procédé au niveau des injections. Et là intervient donc le directeur du CHU qui dit que ils ont fait quelques dosages, que c'est pas des hauts dosages, ils ont l'habitude d'en faire, que les enfants réagissent très bien, en parlant des enfants. Donc voilà, qu'ils avaient l'habitude. Donc ça n'a pas plu bien sûr à l'expert, qui donc a commencé à déshabiller Alexandre et observer toutes les conséquences qu'avait induit donc le médecin, la responsabilité du CHU. Et il en déduit que, il leur dit bien que c'est bien les piqûres de cortisone qui ont induit donc le syndrome de Cushing, et que mon fils a eu des complications graves par la suite. Donc, une fois que le rapport a été rendu, il faut savoir que dans ce rapport, en fait, ils avaient tout dans l'os, le CHU. Donc, ils l'ont eu très très mauvaise, les médecins et le CHU, puisque ça a été prouvé que c'était pas moi qui induisais de la drogue, enfin, par voie orale, de la cortisone à mon fils, et que c'était bien les piqûres de cortisone intracicatricielles qui ont été faites par les médecins, et le CHU. Que le médecin n'avait pas le droit d'opérer non plus d'Alexandre parce qu'il n'avait pas le diplôme approprié. Donc voilà. Donc il a eu en chirurgie esthétique 1/20. Donc là, ils l'ont eu vraiment très très mauvaise. Donc ça s'est pas arrêté là, mais moi j'ai pas continué en fait dans la plainte de mon fils. Elle est restée ouverte auprès du procureur. En 2013, donc j'ai essayé de me reconstruire suite à tous les viols que j'ai subis par monsieur. Les personnes interposées que monsieur a envoyées et puis son équipe. Donc du coup, en 2013, je n'ai pas déposé plainte contre ces personnes. J'ai décidé de me reconstruire en faisant un peu de course à pied, en activité toute simple, que je pratiquais déjà avant de haut niveau, parce que j'étais connue dans Clermont-Ferrand pour la course à pied. J'ai tout un livre d'ailleurs qui raconte mes récits. Et la montagne me connaissait très très bien par rapport à mes courses à pied. Donc mes championnats, tout ça. Donc voilà. Et donc je continue de... En fait, a continué à m'harceler donc sur le plan sexuel. Donc il est venu jusqu'à mon domicile. Donc pour m'amener chez lui et continuer donc à abuser de moi et prendre des photos et des vidéos. Ça s'est reproduit aussi dans les bois. Et j'ai subi aussi la drogue du violeur par des personnes interposées et par monsieur. Des personnes qui m'ont envoyé. Donc voilà, c'est assez compliqué à dire. Ça fait partie des révélations. Mais aussi c'est parce que comme le CHU m'accusait de donner de la cortisone par voie orale, il fallait que j'explique. Donc monsieur continue de m'harceler sur le plan sexuel. Donc il est venu jusqu'à mon domicile m'harceler parce que donc il avait mon adresse postale. Il m'a envoyé des messages. Il m'a demandé de m'habiller comme il a exigé. J'ai refusé. Et ayant refusé, il est venu jusqu'à mon domicile, devant ma porte. Il m'a demandé de sortir rapidement parce qu'il allait s'énerver. Et faut savoir que c'est un homme qui m'a fait des menaces aussi sur la vie de mon enfant et sur moi-même. J'ai fini par céder et le suivre. Et suite à ça, il m'a emmené jusqu'à son domicile, où il a recommencé à abuser de moi et a pris donc des photos de moi qui n'ont rien à voir avec celles qu'il présentera plus tard à l'IGPN.
Les photos qu'il a prises de moi, c'était en train de lui faire une fellation. Et comme dessus, j'étais pas surbrillante à son goût, c'est pour ça que quand il va présenter des photos de moi à l'IGPN, ça sera pas moi, ce sera juste ma tête et ça sera pas mon corps. Enfin, vous verrez, je vous expliquerai plus tard. Et il a fait des vidéos de moi. Donc voilà, donc cet homme m'a emmené chez lui. Il faut savoir que sa maison, alors moi je l'ai appris bien plus tard, a été construite par le père de... parce qu'il est entrepreneur de reconstruction de maisons. Donc il lui a fait toute sa baraque à Lande, à monsieur. C'est comme ça aussi qu'il a connu toute cette famille. Il faut savoir qu'ils sont francs-maçons et que le père connaît aussi monsieur parce que dans sa jeunesse, il prenait de la drogue et puis il s'était fait coincer donc il avait déjà des connaissances de cette famille. Donc voilà, et que mon ex-compagnon d'avant, c'était un homme violent aussi, et que m'a envoyé bien sûr monsieur plus tard par la suite en 2013 parce qu'il savait qu'il était violent. Donc voilà, je vais expliquer tout ça, vous comprendrez mieux, mais c'est pas évident parce que c'est une histoire tellement rocambolesque, mais elle suit tout son cours. Donc voilà, monsieur continue à m'harceler. Donc à son domicile, il m'a emmené jusque là-bas, donc comme je vous ai expliqué. Et il est continué à me harceler par la drogue du violeur aussi, jusqu'à mon domicile, par personne interposée. Et il m'a harcelé évidemment aussi dans un bois, où il m'a filmé éventuellement. En fait, son but, c'était de me faire passer pour désolé du mot, mais une salope. De détruire mon image de femme. C'est comme ça que ça commençait à se dégrader. Ensuite, en 2013, donc j'ai essayé de me reconstruire. Donc j'ai repris un peu de course à pied et j'ai rencontré le vrai père de Yuna. Il faut savoir que le vrai père de Yuna est un gardien de sécurité qui vit dans mon quartier. Ils sont deux gardiens de sécurité. Ils sont en lien avec monsieur. Et ça, je l'apprendrai encore plus tard que c'est le meilleur ami de... Voilà la situation quand même assez compliquée parce que c'est le vrai père de Yuna. Donc bon, pendant 8 mois, on est sortis ensemble. Je suis tombée enceinte. A eu l'idée de m'envoyer monsieur. Donc monsieur, il se connaît, c'est sûr, j'ai la preuve de ce que je dis, puisque il s'est pris lui-même à son propre piège, on va dire, monsieur, assez stupide, puisque en 2012, j'ai déposé plainte pour un vol de courrier. Le vol de courrier, il faut savoir qu'il a commencé après la rencontre de monsieur. Et dans ce vol de courrier est impliqué monsieur. Et il se trouve que c'est le père de la meilleure amie de monsieur. Et oui, les deux meilleurs amis de monsieur. Donc voilà, donc monsieur, je ne savais pas pour l'instant, au début, quand c'est connu, qu'il était en relation avec monsieur, plus tard aussi. Mais ça a tout son sens puisque monsieur m'a demandé, dans les 3 premiers mois qu'on s'est connus, c'était un vrai prince charmant. Donc j'avais tout ce que je voulais, les cadeaux, les massages, vraiment le prince charmant, quoi. C'était même trop à la limite. Avec ma mère, on lui avait dit d'arrêter parce que je ne pouvais pas lui rendre l'appareil, que c'était beaucoup trop pour moi. Et cet homme m'a demandé le portable avec tous les messages d'harcèlement de monsieur. Il m'a laissé prendre à son propre jeu, en fait. Je ne savais pas qu'ils étaient en relation tous les deux. Et il voulait voir ce fameux portable qui dérangeait monsieur. Effectivement, je lui ai montré tous les messages d'harcèlement de toutes les personnes qui ont abusé de moi. Donc, monsieur a eu la bonne idée de tout effacer. Mais heureusement, ma mère, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une mère vraiment formidable parce qu'elle est prévoyante et puis en même temps, qu'elle m'avait dit d'enregistrer tous ces messages à l'intérieur du portable. Mais personne ne le savait à part moi et ma mère. Donc j'ai rangé le portable dans mon tiroir. Monsieur se croyait alors protégé et monsieur se sont bien amusés avec moi ainsi que le vrai père de Yuna.
Ces 3 hommes ont orchestré donc plus tard l'enlèvement de Yuna avec les autres protagonistes, les médecins. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, donc monsieur, le vrai père de Yuna, a refusé de reconnaître Yuna parce que donc pour lui, c'est comme si je lui avais fait un enfant dans le dos. Donc monsieur a demandé à monsieur de reconnaître mon enfant sans mon consentement. Ça fait aujourd'hui 3 ans que j'essaye d'annuler d'annuler la paternité. En fait, monsieur, pendant notre relation, on est resté 2 ans ensemble, a été extrêmement violent. Et le fait que cet homme était extrêmement violent, il était protégé par monsieur. Et c'était très compliqué pour moi d'en sortir. Il a été violent avec moi, mes enfants et mes animaux. Il y a eu des scènes extrêmement lourdes. Donc, quand j'ai expliqué ça à une psychologue au pôle victimologie pour adultes, elle notait, elle prenait des notes au fur et à mesure. Et il arrive un moment, elle a fini par faire un signalement. Donc, c'était le 7 août 2015, c'est là où on s'est séparés. Bien sûr, monsieur a pété un câble. Il m'a demandé le portable de monsieur où il y avait les messages d'harcèlement dessus pour être sûr qu'il a bien effacé. Vous savez, monsieur est assez pervers pour ça. Et j'ai refusé de leur donner. Donc, monsieur est parti. Les assistantes sociales sont venues à mon domicile et elles ont été rencontrées aussi, monsieur. Mais pas à son domicile, c'est lui qui s'est déplacé. Et bien sûr, avec son père, je saurai bien plus tard, c'est la belle-maman de Kevin, mais c'est aussi la fille du juge. Celui qui s'est chargé, le doyen qui a été chargé de l'enquête de Fiona et d'Antoine et d'autres enfants disparus et d'autres enquêtes en cours. Donc, il faut savoir que l'affaire Fiona et Antoine sont remontées, mais il y a beaucoup plus d'enfants disparus dans ma région que Fiona et Antoine. Donc, et ça, on n'en a pas parlé. Donc voilà, pendant ma grossesse, mon ex-compagnon m'a beaucoup parlé d'Antoine et Fiona, de ces enfants disparus. Il m'a fait extrêmement peur. Mais en même temps, il est tellement dingue qu'il en sait beaucoup plus que moi. Donc il m'a appris des choses, je suis même pas sûre que tout le monde sait ce qui s'est passé réellement. Déjà, j'ai appris que cet homme habitait en face de ses enfants et qu'il me parlait de viol de ses enfants, alors qu'on n'en a jamais parlé à la télé. C'est assez curieux. Et il faut aussi savoir que monsieur a participé aux enquêtes. Alors je pense que ça mériterait d'être, comment dire, de revenir sur ces enquêtes, vu la catastrophe par la suite, parce que je sais que cet homme est capable de totale corruption. Donc j'ai des doutes avec du recul de tout ce qu'ils ont pu bien faire. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça, mais ces gens-là, donc il se trouve que donc le père ils ont parlé avec les assistantes sociales, donc il avait déjà un avantage par rapport à moi avec le système de l'ASE, et ma fille s'est très très vite trouvée dans une spirale de jugement de juges d'enfants et de juges des affaires familiales. Si bien que, en fait, monsieur a eu droit à une visite semi-médiatisée dans un lieu neutre avec des professionnels qui s'appelle Aramis. Donc l'enfer a commencé dès 2016. Donc c'était un enlèvement, et je peux le prouver, prémédité et de manière illégale. Donc ça a commencé, monsieur avait droit de voir Yuna tous les 15 jours, le samedi de 15h à 17h dans ce lieu neutre. Donc
je me suis aperçue le 25 juillet 2016 qu'il y avait des violences sur Yuna, des attouchements, des rougeurs. Et là, ben, je commence à faire le premier signalement. J'emmène Yuna au CHU Estin, comme on m'a dit, au pôle victimologie. Et pas de chance. Là, je tombe sur le docteur. Bien sûr, le conseiller, la mère, il commence à sortir le dossier de mon fils, Alexandre Awanto, le grand frère de Yuna. Et il me dit alors, c'est pour les névus d'Alexandre. Je dis ah non, là je viens pour Yuna Awanto. Donc je lui explique la situation des attouchements. Il prend note de manière avec beaucoup d'arrogance et la façon je m'en fous. Il écrit. Et puis là, il prend des gants bleus, il examine ma fille, il s'aperçoit que ma fille donc, a des rougeurs éventuellement, il note, mais il prend des photos, il voit que l'hymen est bien en place. Donc voilà, le 25 juillet 2016. Le 13 août 2016, je dois ramener Yuna donc, à cet établissement. Il faut savoir que monsieur a demandé à la juge des affaires familiales à changer ses jours. Donc il a dit à la juge des enfants, je ne veux plus y aller le samedi, mais le dimanche. Donc le samedi, on avait droit à voir des familles, mais le dimanche, on s'est retrouvé complètement seul. Vous allez voir à quel point c'est machiavélique. Donc on s'est retrouvé seul avec 2 personnes d'Aramis. Et il faut savoir que donc j'ai emmené ma fille, pas le 13 août 2016 parce que je ne pouvais pas, donc j'ai appelé Aramis et ils m'ont proposé le 20 août 2016. Donc j'emmène ma fille comme d'habitude, mais c'est un dimanche de 15h à 17h. Il faut savoir que normalement l'établissement est fermé. Donc il a été ouvert spécialement pour nous et c'est un lieu normalement qui est complètement abandonné. Donc j'emmène ma fille et d'habitude cet homme ne veut pas me voir, il se cache, il dit que je suis dangereuse, il a inversé la situation parce que faut savoir que j'ai déposé plainte aussi pour des violences conjugales le 5 septembre 2015, mais la plainte n'a pas été traitée grâce à monsieur qui l'a bien bloqué. Donc je me suis retrouvée coincée, elle a été traitée très tardivement. Donc si vous voulez, la mesure d'AMO avançait beaucoup plus vite que le traitement des violences conjugales. Donc voilà, donc j'emmène ma fille le 20 août 2016 et monsieur commence à vouloir me parler, mais moi je ne souhaite pas lui parler, donc je signe les papiers et je laisse ma fille. Et là j'attends à l'extérieur avec ma mère, parce qu'il faut savoir que pendant toutes mes violences que j'ai subies avec monsieur, j'avais déjà fait des menaces d'enlever mes enfants et de leur faire du mal et de les faire disparaître. Donc j'avais assez peur de cette situation. Compte tenu de toutes les violences qu'on a subies contre cet homme, entre les coups de pied, les coups de poing et les gifles, donc je comprenais de quoi il était capable. Donc j'emmène ma fille et 1 heure après, on entend un hurlement d'effroi, mais alors vraiment horrible de Yuna. Je sors vite de la voiture à côté de l'établissement et je vais voir ce qui se passe. Je passe le portail et je regarde. Et là, je tombe sur Yuna et je dis qu'est-ce qui se passe et je la serre dans mes bras. Et là, il me dit, oh, mais c'est parce qu'elle t'a vu qu'elle pleure. Mais en fait, elle pleurait déjà avant. Et il commence à me parler, en fait, de son travail. Qui travaille à Carrefour comme caissier. Je dis, bah, c'est très bien. Moi, je suis aide-soignant. Il me dit, si je travaille de nuit. Je dis, oh, oui, mais en fait, je travaille pas de nuit. Mais c'est pour éviter de trop parler de moi. Parce que je sais comment il s'en sert. Donc, voilà. Cet homme commence à parler de vêtements, au moment de les tailles des vêtements qu'il peut acheter pour Yuna, pour lui faire plaisir. Mais j'en aurais jamais vu la couleur, vous inquiétez pas. C'est un beau parleur. Et là, on vient aux couches. Il me dit, c'est bien du 11 à 25 kilos. Je dis, ben oui. Et là, je m'inquiète parce que je croyais que, après ce que j'avais fait comme signalement le 25 juillet 2016, qu'il n'avait pas autorisation de changer Yuna. Et en fait, il l'a changé. Donc une fois la conversation est terminée, il y a l'intervenant d'Aramis qui vient vers nous, il dit je fais pas la rencontre pour les parents, il faut que vous sortez, vous n'avez pas le droit de rentrer. Donc je pars dans la voiture à côté. J'attends que donc la rencontre se termine, je vais chercher Yuna, on la ramène à la maison et là on la change pas tout de suite,
parce que Yuna ne l'évoque pas tout de suite, donc je ne saute pas dessus, hein. Et ma fille demande après un moment de changer, c'était presque 1 heure après, hein. Et là, je la change et j'ouvre la protection et je m'aperçois qu'elle a des pressions de doigts entre les cuisses. Donc je m'inquiète, je montre à ma mère et elle me dit que c'est pas normal. Et effectivement, il y avait un tout petit, mais alors vraiment tout petit filet de sang sur le côté, comme dû à un frottement ou quelque chose. Donc. Et j'étais inquiète, j'ai dit, est-ce qu'il ne faut pas l'amener au médecin? Donc on me dit, on va voir, on va attendre comment elle va se trouver demain. Et effectivement, dans la nuit, vers les 4-5 heures du matin, elle se met à vomir un grand jet. Et je me suis inquiétée, et puis j'ai dit à Luna, ne t'inquiète pas, ma puce. Enfin, moi, au fond de moi, je ne trouvais pas ça normal, ce jet. Donc je change tous les draps et tout, donc je la laisse dormir à côté de moi et tout. Elle pleurait, je lui dis de pas, je l'ai rassurée. Donc. Et puis le lendemain, les traces de doigts sont beaucoup plus importantes, les hématomes apparaissent. Donc là, je m'inquiète, je fais venir donc le médecin, le docteur Rénal de SOS Médecins, le premier certificat en 2016. SOS Médecins, il faut savoir qu'il est le président de l'ordre des médecins. Donc voilà. Donc il vient voir Yuna, il la consulte et puis il dit que c'était le lundi, hein, et il dit que c'est pas normal, il faut l'emmener voir au pôle victimologie. Donc moi le lundi je travaille, je dis ben maman est-ce que tu peux l'emmener, je te fais confiance, il n'y a pas de souci, moi je suis dans le bâtiment en plus, au CHU Estin, s'il y a un souci tu me demandes, je descends, je viendrai voir et on fera la consultation ensemble, je demanderai à mon chef si je peux descendre. Donc ma mère l'emmène le lundi et elle tombe sur le docteur. Il consulte Yuna, il prend des notes de tout ce que ma mère a dit et il prend des photos de Yuna sans gants et il lui dit bonne chance. Et j'attends toujours le coup de fil de ma mère et tout fait. Je sors du boulot, je dis mais alors tu l'as emmenée, Yuna, ma mère l'a emmenée, mais elle m'a pas appelé. Ce que je regrette beaucoup parce que j'aurais pu être présente. Et quand elle a dit bonne chance, j'ai trouvé ça étrange. Parce qu'un médecin qui vous dit bonne chance, je trouve ça assez étrange. Donc après, je suis allée déposer plainte avec ma mère, mon fils, le 25 août 2016. On va déposer plainte auprès. Donc là, tout ce que je vous dis, hein, j'ai tous les papiers, j'ai tous les documents. Donc je vais voir à 2 portes à côté de monsieur. C'est son meilleur ami, donc merci. Mais je ne le savais pas non plus, ça non plus. Mais en même temps, commissaire, c'est une famille. Donc je vais le voir, on va faire la déposition et tout. Et puis là, on reçoit un papier le 28 octobre 2016 dans la petite boîte aux lettres du procureur en disant classement sans suite. Là, je suis surprise. Je dis pourquoi classement sans suite? Rien, d'accord. Donc là, ben écoutez, on n'a pas revu monsieur d'un moment. En 2017, ma fille déclare quelque chose, un nouvel événement, avoir été touchée. Là, je fais un malaise, je suis hospitalisée et je raconte ce qui s'est passé. Les gens du CHU prennent note de tout ce qui s'est passé par rapport à Yuna. En 2018, monsieur commence à remontrer le bout de son nez, puisque en janvier, le 26 janvier 2018, grâce à sa belle-maman, parce qu'elle m'avait fait des menaces, il faut savoir, quand on s'est séparés, en disant que c'est pas avec mes 2-3 certificats que je vaincrai les juges des enfants, que je gagnerai devant les juges des enfants. Moi, j'avais pas compris, mais je l'ai compris par la suite.